Saint-Pierre, une chute. Deux versions différentes de ce qui s'est passé. Est-ce la montagne qui l'a tué? Ou bien s'est-il passé quelque chose de plus sombre? Le 21 août 2010, l'aiguille noire des bûcherons, massif du Mont Blanc, 12 400 pieds. Voici ce qui s'est passé dans les dernières minutes terrifiantes de Chloé Graftio. Bienvenue à la limite extrême, où les enjeux sont élevés, mais où personne ne se résume à un simple titre de presse. Certains alpinistes considèrent le massif du Mont Blanc comme la montagne de la mort. Mais le matin du 21 août 2010, Chloé Graftio et son partenaire d'escalade Nicolas ont vécu quelque chose de totalement différent. Quelques heures plus tôt, ils avaient quitté le niveau de la mer et commencé à gravir l'arête sud de l'aiguille noire des bûcherons en style alpin. Bien que ce sommet de 30 mètres soit tellement respecté que les écrivains d'alpinisme le classent parmi les 100 plus belles ascensions de toutes les Alpes, ils progressaient dessus avec aisance, portant tout ce dont ils avaient besoin sur leur dos, avançant ensemble sur plus de 1000 mètres de rochers exposés, avec rien d'autre qu'une corde, une poignée de protection et des années d'expérience. Et ils ont fait ça avec une telle aisance. Chaque mouvement était précis, sans une seule corde coincée, ni une erreur d'itinéraire pour leur faire perdre de l'énergie. À mesure qu'ils continuaient à grimper, on aurait dit que le ciel lui-même était en leur faveur. L'atmosphère était parfaitement dégagée, chaque longueur, chaque relais fonctionnait. Et en fin de matinée, ils ont atteint le sommet, à près de 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. À 13 heures, il était temps de rentrer. Et en alpinisme, c'est lors de la descente que les choses tournent mal. Il a été statistiquement prouvé que les accidents en montagne surviennent plus souvent lors de la descente que lors de la montée, et Chloé le savait. Elle vivait pratiquement dans ces massifs. C'était quelqu'un qui, à 15 ans, avant même d'avoir l'âge de conduire, avait remporté des championnats d'escalade. Alors, lorsqu'elle et Nicolas ont rangé leurs affaires et entamé leur descente, devenir une statistique de plus sur cette montagne mortelle était la dernière chose à laquelle elle pensait. Mais l'aiguille noire du Puy-de-Dôme est une montagne qui a deux personnalités très différentes. S'élevant du côté sud du massif du Mont Blanc, elle est depuis longtemps considérée comme l'une des plus belles ascensions rocheuses de tous les Alpes. Depuis plus d'un siècle, des alpinistes d'élite viennent du monde entier rien que pour gravir sa célèbre arête sud en granit qui récompense la prudence et punit l'imprudence. Ce n'est pas le sommet le plus élevé de la chaîne, il n'en a pas besoin. Sa réputation vient de la qualité de l'escalade elle-même. Atteindre le sommet est considéré comme un véritable titre de gloire chez les alpinistes, et c'est précisément de là que Chloé et Nicolas venaient tout juste de revenir. L'itinéraire qu'ils avaient gravi pendant des heures était l'arête sud, une magnifique arête de granit massif et monolithique. Le granit est le type de roche dont rêvent les grimpeurs. Il se forme profondément sous la surface de la Terre, sous une chaleur et une pression inimaginables. Ces cristaux sont soudés si étroitement qu'il peut supporter le poids d'un grimpeur sur des arêtes à peine plus larges que le bout d'un doigt. Il se casse rarement et il s'effrite rarement. Les grimpeurs passent toute leur carrière à apprendre à faire confiance au granit. Chloé lui faisait entièrement confiance. Mais ils ne retournaient pas par le chemin qu'ils avaient emprunté. Comme presque tous ceux qui escaladent l'aiguille noire, ils allaient descendre par l'arête est, et descendre ici est complètement différent de monter. À la montée, tes yeux cherchent constamment des prises, des fissures et des vires au-dessus de toi. Chaque mouvement est délibéré parce que tu peux voir exactement où tu mets la main. La descente inverse ce processus. Tes pieds cherchent des prises que tu ne peux pas toujours voir. Tu abaisses ton corps dans le vide avant de savoir exactement ce qu'il y a en dessous de toi. Chaque pas repose en partie sur le ressenti, la mémoire et la confiance. Pendant un moment, l'arête reste familière, car ce même granit fiable qui t'a porté en toute sécurité jusqu'au sommet s'étend sous tes bottes. Mais quelque part en dessous, sans avertissement, sans aucun signe, le granit sain cède silencieusement la place à ce que les grimpeurs appellent le rocher pourri. Ils l'appellent ainsi parce qu'elle est composée d'innombrables petits fragments cimentés ensemble il y a des millions d'années, presque comme du gravier pressé dans du béton. Parfois, ce ciment naturel est incroyablement solide. Parfois, il a été fragilisé par des décennies d'hiver glacial, de fonte des neiges, de pluie et de gravité. De loin, chaque bloc semble parfaitement fiable. De près, une roche supportera volontiers votre poids, tandis que la suivante peut se détacher presque sans aucun avertissement. C'est comme descendre une partie de Jenga haute de 900 mètres, où chaque bloc semble identique, mais personne ne peut vous dire lequel est instable.
On pourrait croire qu'une telle descente serait tout simplement évitée, mais il n'y a vraiment pas de meilleure façon de descendre. Génération après génération, les guides de montagne locaux ont accepté que c'est simplement le prix à payer pour descendre l'Aiguille Noire. Alors au fil des années, ils ont peint de petits points jaunes directement sur l'arête, traçant un itinéraire à travers les gendarmes, des ravines brisées, des vires instables et d'innombrables affleurements sans nom. Ces cercles jaunes délavés indiquent la voie la plus sûre que quelqu'un ait réussi à trouver après plus d'un siècle d'ascension sur cette montagne. Suivez des points et vous empruntez l'itinéraire que des milliers d'alpinistes avant vous ont descendu avec succès. Faites seulement quelques pas en dehors de ces points et vous faites confiance à une montagne qui n'a jamais promis de vous soutenir. Alors que Chloé et Nicolas commençaient à descendre en suivant les points jaunes, la descente ne se faisait pas d'une seule manière tout au long du parcours. Dans les sections les plus raides et les plus délabrées, ils utilisaient toujours la même corde que pour la montée, afin d'effectuer une série de courts rappels, glissant le long de la corde pour dépasser les pires parties de la roche friable. Exactement comme on vous apprend à gérer un terrain trop raide et trop instable pour simplement le descendre en escaladant. C'est un système, et jusqu'à présent le système fonctionnait parfaitement. Mais finalement, l'inclinaison s'est adoucie. Le sol est devenu plus plat, ressemblant davantage à une randonnée raide qu'à une escalade. Et c'est ici, sur ce terrain plus facile, qu'ils ont évalué l'inclinaison de la roche, la météo, le terrain, et ont fait quelque chose qui semble complètement fou si on ne connaît rien à l'alpinisme. Ils se sont tous les deux arrêtés, ont baissé la main vers leur harnais, ont décroché leur mousqueton et ont complètement détaché la corde qui les reliait, puis ont rangé la corde. Ils descendaient maintenant une montagne de 30 mètres, complètement détachée de tout, avec des centaines de mètres de vide de chaque côté d'eux. Maintenant, détacher sa corde de sécurité à une telle altitude ressemble certainement à de l'arrogance. C'est ce que je pensais au début. En réalité, c'était exactement le contraire. Parce que lorsque vous escaladez une paroi verticale, vous placez des ancrages de sécurité en métal dans la roche tous les mètres environ et vous y attachez votre corde. Ainsi, si vous tombez, l'ancrage vous retient. Mais cette arête est est une longue montée inclinée et déchiquetée, avec très peu d'endroits où l'on peut vraiment placer du matériel de sécurité fiable. Et en haute montagne, la rapidité est votre meilleure sécurité. Se déplacer en cordée prend énormément de temps précieux pour gérer constamment le mou, démêler les accros et communiquer malgré le vent. Plus deux alpinistes restent exposés sur une arête comme celle-ci, plus ils risquent d'être surpris par l'un des orages soudains de l'après-midi qui tuent régulièrement des gens dans cette même chaîne de montagnes. Dans leur esprit, ça devait forcément éclater. Et il y a une autre raison pour laquelle Chloé et son partenaire se sentaient aussi à l'aise d'enlever cette corde. Pour comprendre ce que je veux dire, il faut remonter plusieurs années en arrière, dans une salle d'escalade à Namur, en Belgique, où Chloé, à 11 ans, venait tout juste d'arrêter l'athlétisme parce que c'était trop stressant et elle avait besoin de faire autre chose avec toute cette énergie. Sa grande sœur Alex faisait déjà de l'escalade. Chloé l'a suivie à la salle et en moins d'un an, il était évident que c'était ce pourquoi elle était née. Alex guiderait plus tard sa propre sœur lors de sa première ascension du Mont Blanc aux côtés d'un ami de la famille qui deviendrait lui-même l'un des meilleurs grimpeurs du monde. C'est à ce moment-là que tout a commencé. Dès 2002, il était déjà évident que la Belgique avait trouvé quelqu'un de spécial. Chloé Graffetier est arrivée au championnat du monde des jeunes à Cantalou, en France, comme une autre adolescente talentueuse. Elle est repartie comme la meilleure grimpeuse de difficulté de sa catégorie d'âge sur la planète. Elle n'avait que 15 ans. La plupart des champions du monde adolescents passent les années suivantes à essayer de prouver que leur victoire n'était pas un coup de chance. Chloé a fait le contraire. Chaque saison, elle continuait simplement à gagner. Des titres nationaux en difficulté, des titres nationaux en bloc, les compétitions juniors, les compétitions seniors, rien ne semblait avoir d'importance. Partout où il y avait un mur d'escalade et un chronomètre, Chloé était soudainement la personne que tout le monde devait battre. À l'époque, l'escalade belge avait déjà une superstar. Muriel Sarkany avait passé des années à porter ce sport sur ses épaules. Naturellement, chaque jeune grimpeur était présenté comme la prochaine Muriel. Mais Chloé n'est pas restée une simple promesse très longtemps. En quelques années, elle était devenue une histoire à elle seule. Pour ceux qui la regardaient grimper, ce n'était pas surprenant, car cette grimpeuse se déplaçait plus vite, plus légèrement et plus naturellement que les autres là-haut. Chloé a rapidement reçu le surnom de Tinkerbell, parce qu'elle flottait sur les parois que les autres grimpeurs devaient combattre à chaque mouvement.
Et même si elle était l'une des étoiles montantes de l'escalade dans le pays, ceux qui grimpaient réellement avec elle la connaissaient pour autre chose. Ils savaient qu'avant les passages difficiles, elle se repliait discrètement sur elle-même, comme si la montagne n'était pas quelque chose à craindre, mais plutôt un endroit où elle avait sa place. À 19 ans, Chloé a mis toute sa vie dans une voiture et a quitté la Belgique pour les Alpes françaises, où vivaient les meilleurs grimpeurs d'Europe. Chaque décision qu'elle prenait désormais tournait autour de l'idée de devenir meilleure, car elle cherchait à être admise à l'ENSA, l'académie d'élite des guides de montagne en France. C'est l'un des seuls endroits au monde où les grimpeurs sont formés pour secourir d'autres personnes bloquées ou piégées en montagne. Il y avait juste un problème. Chloé s'entraînait de la mauvaise façon pour ses objectifs, ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait au début, car l'escalade au plus haut niveau récompense l'obsession. La méthode classique consiste à choisir une discipline d'escalade, à devenir incroyablement bon dans celle-ci et à ignorer tout le reste. Les spécialistes du bloc deviennent des spécialistes du bloc, les grimpeurs sur glace deviennent des grimpeurs sur glace. Les alpinistes restent en montagne. C'est comme ça qu'on forme des champions. Chloé a complètement ignoré cette règle. Un week-end, elle se retrouvait suspendue à l'envers sur de minuscules prises en salle lors d'une finale de Coupe du Monde de bloc. Le week-end suivant, elle balançait des piolets dans des cascades gelées. Ensuite, elle disparaissait dans les Alpes pendant plusieurs jours, grimpant de longues voies en montagne. Logiquement, elle aurait dû devenir moyenne dans les 3 disciplines. En réalité, elle est devenue une élite dans chacune d'elles. En 2010, elle a terminé 3e au classement général de la Coupe du Monde de bloc, le plus haut niveau que ce sport puisse offrir. Et finir 3e, ce n'est pas une question de chance. La Coupe du Monde de bloc se joue sur les plus petits écarts. 2 grimpeurs peuvent réussir exactement les mêmes blocs, et le vainqueur est souvent celui qui a eu besoin d'une tentative de moins. Un faux pas ou une erreur sur l'ensemble d'une compétition peut faire la différence entre l'or et rentrer chez soi les mains vides. À Vail, Chloé a remporté l'or. Ensuite, elle a de nouveau remporté l'or à Sheffield en Angleterre devant une foule de plus de 20 000 personnes battant ses concurrentes d'une seule tentative. Puis elle est retournée à Sheffield et a encore gagné. Plus tôt cette même année, elle avait déjà remporté l'Ice Master World Cup en Italie. Réfléchissez-y une seconde. Les meilleurs spécialistes du bloc au monde passent toute leur carrière à essayer de battre d'autres spécialistes du bloc. Les meilleurs grimpeurs sur glace du monde passent leur carrière à apprendre à planter des piolets dans des cascades gelées. Chloé dominait dans les 2 disciplines. Planet Mountain, l'un des plus grands magazines d'escalade d'Italie, l'a qualifiée d'extrêmement polyvalente. En réalité, c'était presque un euphémisme. Parce que Chloé excellait dans presque tous les types d'escalade en salle. Elle était déjà l'une des meilleures grimpeuses de compétition au monde, battant des spécialistes dont toute la vie tournait autour des murs artificiels lors des compétitions officielles. En extérieur, elle grimpait des voies sur roches si difficiles que même de nombreux grimpeurs professionnels n'atteignaient jamais ce niveau. L'une de ses ascensions les plus difficiles était cotée 513D, un niveau aussi exigeant que chaque mouvement doit être exécuté à la perfection. Ensuite, elle échangeait ses chaussons d'escalade contre des piolets et s'aventurait sur des cascades gelées où chaque coup devait mordre dans une glace qui pouvait se briser sous elle. Elle a aussi participé à des compétitions d'escalade mixte, une discipline où les grimpeurs passent de la roche nue à la glace en utilisant des outils métalliques acérés, en s'équilibrant sur des prises à peine plus larges qu'une pièce de monnaie. Même parmi les grimpeurs d'élite, beaucoup ne s'y essaient jamais, car cela exige un ensemble de compétences totalement différents. Et elle ne s'est pas arrêtée en Europe. Elle a traversé l'Atlantique jusqu'au parc national de Yosemite, en Californie, pour gravir certaines des falaises les plus célèbres au monde. De retour en France, elle s'est attaquée à des voies d'escalade traditionnelles à travers des gorges calcaires abruptes, en posant elle-même chaque protection, au lieu de s'accrocher à des spits installés par d'autres. En hiver, elle a skié des pentes alpines raides sur lesquelles la plupart des skieurs amateurs n'oseraient même pas se tenir. Et ici, dans le massif du Mont Blanc sous ses pieds, elle avait déjà réalisé certaines des voies alpines les plus respectées de la région. Alors, tandis qu'elle continuait sa descente sur l'arête est cet après-midi-là, en suivant les points jaunes délavés, elle testait légèrement chaque rocher avant de lui confier son poids. Il n'y avait aucune raison de croire que cette descente serait différente des centaines qui l'avaient précédée. Ce n'était même pas cette montagne qui l'inquiétait. Dans seulement quelques semaines, elle s'envolerait pour l'Inde avec le club alpin français pour tenter le Bhagirathi 3, un sommet isolé de l'Himalaya s'élevant à plus de 21 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Son esprit était déjà sur cette montagne. Et puis, en moins d'1 seconde, tout a changé.
À un moment, Chloé Graftia descendait la crête est exactement comme elle l'avait fait sur des centaines d'autres crêtes de montagne auparavant, suivant soigneusement les points jaunes délavés, testant chaque pas avant d'y mettre tout son poids. L'instant d'après, la montagne a simplement cessé de la soutenir. Nicolas, son partenaire, n'a même pas vu ce qui s'est passé. Il se trouvait quelque part à proximité sur le même terrain accidenté, traçant sa propre descente à travers le même champ de points jaunes. Quand il a entendu un grand bruit, le temps de lever les yeux, Chloé avait déjà disparu. Chloé est tombée de près de 365 mètres, soit à peu près la hauteur de 2 tours Eiffel empilées l'une sur l'autre. Il n'y avait pas de corde entre eux pour arrêter sa chute. Et lors d'une chute aussi longue, il n'aurait presque certainement pas pu y en avoir, parce qu'un corps humain tombe vraiment vite en chute libre. En seulement quelques secondes, tu vas déjà plus vite qu'une voiture sur l'autoroute. Mais ce n'était pas une simple chute dans le vide. La face sous l'arête est est déchiquetée et impitoyable. Chaque saillie devient un nouvel impact, chaque rebord devient une autre collision. La montagne n'attend pas que vous atteigniez le bas avant de faire des ravages. Les spécialistes des traumatismes qui étudient des chutes de cette ampleur décrivent une forme de clémence paradoxale. Les blessures sont si immédiates et si catastrophiques que la conscience est souvent perdue presque instantanément. Quoi que Chloé ait ressenti dans cette première fraction de seconde, c'était très probablement la dernière chose qu'elle ait jamais ressentie. Petit détour, il y a chaque mois une histoire qui n'arrive jamais sur YouTube. Elle est disponible sur Patreon si ça vous intéresse, lien ci-dessous. Maintenant, retour à la montagne. Nicolas devait encore descendre de la montagne tout seul. Il a descendu le reste de l'arête est sous le choc, avec la conscience que son partenaire d'escalade n'était plus derrière lui. Finalement, il a atteint un endroit où il a enfin pu donner l'alerte. Mais sur une montagne comme l'Aiguille Noire, l'aide n'arrive pas en quelques minutes. Il n'y a pas de route, pas d'ambulance, ni d'hélicoptère déjà en attente au-dessus. Les équipes italiennes de secours en montagne ont commencé à grimper depuis la vallée en contrebas, accompagnés d'officiers de la Guardia di Finanza, transportant du matériel conçu précisément pour ce type de mission. Mais avant même qu'ils n'atteignent le pied de la paroi, tout le monde savait déjà. Ce n'était plus un sauvetage, c'était une opération de récupération. Le corps de Chloé a été descendu à Courmayeur, et quelque part en Belgique, un père qui pensait voir sa fille rentrer à la maison dans quelques jours n'avait aucune idée que sa vie avait déjà changé à jamais. Et c'est là que l'on s'attendrait à ce que cette histoire se termine. Mais ce n'est pas le cas. Parce que personne ne pouvait se mettre d'accord sur ce qui s'était réellement passé. Parce que lorsque les autorités italiennes ont ouvert l'enquête standard qui suit chaque décès en montagne dans cette vallée, elles n'ont pas vraiment trouvé grand-chose à investiguer. Je veux dire, on ne peut pas vraiment poursuivre une montagne en justice. 2 alpinistes expérimentés avaient fait exactement ce que les guides recommandent de faire sur ce type de terrain, et l'un d'eux n'est pas redescendu. Ça aurait dû être simple et évident, mais quand ils ont vraiment essayé de reconstituer les faits, on se retrouve avec 2 histoires complètement différentes sur la façon dont un champion du monde est tombé d'une montagne. Selon les équipes de secours et les premiers rapports publiés après l'accident, Chloé était en train de descendre cette fameuse section facile quand la montagne lui est tout simplement tombée dessus. Un bloc de roche instable, délogé quelque part bien plus haut par le vent ou la glace qui bougeait, est descendu silencieusement dans le couloir. Il l'a frappé avec une telle force qu'il l'a fait tomber et l'a emporté hors de l'arête. Dans cette version des faits, Chloé n'a rien fait de mal. Elle se trouvait simplement au mauvais endroit, au pire moment. Mais la seule personne qui est descendue vivante de cette montagne était Nicolas, le partenaire d'escalade de Chloé ce jour-là. Et il était lui-même un alpiniste accompli. Et après avoir parlé directement avec Nicolas, ce n'était pas la version à laquelle sa famille a fini par croire. Ce qu'ils ont compris de ce qu'il a dit, c'est qu'à un certain moment lors de la descente, Chloé a tendu la main pour se stabiliser sur ce qui semblait être un bloc de roche parfaitement solide. Au moment où elle a mis son poids dessus, il s'est détaché de la montagne et lui est resté dans la main. Sur un terrain aussi raide, tes mains ne servent pas seulement à te hisser, elles sont là pour empêcher ton corps de basculer vers l'extérieur pendant que tes pieds cherchent la prochaine prise en dessous. Quand cette prise a soudainement disparu, son équilibre aussi. Il n'y avait plus rien à attraper. Elle a basculé loin de l'arête et la montagne l'a emportée. D'après tous les témoignages, y compris le sien, Nicolas n'a jamais réellement vu le moment où elle est tombée. Cela soulève donc une question évidente.
Puisque personne n'a réellement été témoin de la dernière seconde, d'où vient la seconde version de l'histoire? Un indice possible se trouvait peut-être déjà dans les propres mots de Chloé. Juste 5 jours avant l'accident, elle a publié une mise à jour sur son site personnel décrivant une autre ascension qu'elle avait réalisée lors de ce même voyage alpin. Et enfouie presque en passant parmi tout le reste, elle a écrit qu'elle avait failli tomber après avoir tiré sur un gros bloc de roche et en le voyant se détacher dans sa main, elle s'était rattrapée. Maintenant, cela ne prouve pas que la même chose s'est produite le 21 août. Mais cela aide à expliquer pourquoi sa famille en est venue à croire quelque chose de très différent. Reconstituait-il, à partir du terrain, ce qu'il pensait qu'il avait dû se passer? Les secouristes ont-ils découvert des indices qui n'ont jamais été inclus dans les rapports officiels? Ou bien quelque chose s'est-il simplement perdu lorsque l'histoire est passée du témoin à la famille, puis aux journalistes? Je veux savoir ce que vous en pensez. Faites-moi part de votre théorie dans les commentaires, car il n'y aura probablement jamais d'enquête officielle suffisamment approfondie pour trancher la question. Les deux seuls témoins qui connaissent réellement la vérité sont Chloé et la montagne, et aucun des deux ne peut parler. Ce sur quoi les deux versions s'accordent, c'est que cette jeune femme de 23 ans, qui était l'une des alpinistes les plus complètes et les plus douées de sa génération, n'est jamais redescendue de la montagne qu'elle avait pourtant gravie tant de fois auparavant. Dans l'un de ses derniers entretiens, on a demandé à Chloé pourquoi elle refusait de se spécialiser comme presque tous les autres grimpeurs d'élite, et sa réponse était d'une simplicité magnifique. Pourquoi se priver? Chloé faisait confiance à une seule intuition. En une seconde, sur une paroi rocheuse où la seule témoin était la montagne elle-même, sur l'Everest, un autre grimpeur a lui aussi fait confiance à ses instincts. Sauf que il n'a pas pris cette décision seul. Elle a été prise devant le monde entier, avec la vie d'autres personnes entre ses mains. Lorsque la tempête la plus meurtrière de l'histoire de l'Everest a frappé, il a fait demi-tour et est redescendu. Et pour ce seul choix, ils ne l'ont pas traité de malchanceux, ils l'ont traité de lâche. Cette prochaine vidéo parle du mensonge sur l'Everest qui a trompé le monde entier.